Ploncard-Lassac. Bonjour Adrian. Bonjour Manuel, c'est une première. Première fois, oui, C'est une effectivement. première. Bon, je ne dis pas que vous remplacez parce que non, c'est au hasard des possibilités. Notre ami Paul est retourné dans le Bordelais, donc on risque de ne pas le revoir d'ici un certain temps. Bon, c'est comme ça. On va commencer cet entretien avec nos milieux. Et vous avez été dernièrement l'objet d'un montage vidéo ignoble d'Hervé Ryssen. Dans différentes vidéos et dans des termes d'une vulgarité, d'une violence extrême, il vous attaque. Et de façon révélatrice, plusieurs personnes l'ont soutenu contre vous. Et étrangement, ou pas, ce sont ceux envers qui vous avez à maintes fois mis en garde face à leur déviance, à différentes époques. Pouvez-vous revenir sur l'origine de cette écœurante affaire ? Vous ne voulez pas rappeler les termes utilisés par M. Ryssen ? Écoutez, là je m'adresse à la petite Diane et à ce Paul, entre guillemets. Vous êtes jeune, vous avez quoi, 22, 24 ans ? Qu'est-ce que vous faites avec avec ce vieux con, quoi ? Vous ne vous rendez pas compte que tout le monde déteste ce type ? Imaginons que M. Ploncard se fasse renverser par un véhicule en troisième vitesse, l'accélérateur écrasé sur le plancher. Imaginons qu'il se fasse tuer à son domicile d'un coup de matraque ou autre chose. Imaginons qu'il se retrouve avec le crâne ouvert, ensanglanté sur son tapis. Je me demande même si sur votre tombe, cette haine ne va pas encore se poursuivre. Je crois voir déjà qu'il y a des gens qui vont déféquer sur votre tombe quand vous serez mort. Donc, il n'a pas apprécié mes mises en garde sur ce qui apparaît comme tout de même une évidence, c'est son revirement, alors qu'avant, il a écrivé des livres antisémites, qu'il reprochait à des Boris Lelay ou à des Conversano de faire le jeu sioniste. Bon, on constate qu'aujourd'hui, quand il applaudit au dire de Zemmour, il en fait autant. Donc il n'a pas apprécié du tout que je mette le projecteur sur son changement d'attitude. Et alors il a proféré des menaces de mort contre moi, vraiment dans des termes que j'appelle de caniveau. Je crois voir déjà qu'il y a des gens qui vont déféquer sur votre tombe quand vous serez mort. Alors évidemment tout ça c'est bien gentil, mais ce n'est pas du tout une réponse à mes mises en garde. C'est une réaction de primaire, ne sachant pas comment me répondre, tout simplement. Alors, j'ai apprécié et vraiment je le remercie. Je le remercie parce que, en fait, il s'est révélé tel qu'il est. Il était vraiment un primaire, ne sachant pas comment répondre. Et alors, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et je suis sincère quand je dis ça, j'ai aimé de voir quels étaient ceux, j'y avais fait allusion, qui prenaient cette cause pour lui. Et inversement, lui a soutenu certaines personnes dans cette vidéo qui vous attaque. Tout à fait. Il a défendu les Conversano, les Lesquin, Tout à fait. qui d'autre C'est encore, du... toute cette clique, Les et Christian Boucher. Il se renvoie là-bas. Exactement. Alors, soutenir Christian Boucher, vraiment, il fait... Mais on va y venir. Donc, parmi ceux qui l'ont appuyé, Henri de Lesquin. Alors, Henri de Lesquin, Duplessis, Cassot, on pourrait rajouter aussi Miranda, allusion à son arrière-grand-mère séfarade, comme l'a révélé la Ligue de défense juive sur base de sa généalogie. On pourrait rajouter de Sade. Et puis, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas encore, mais si monsieur, je sais pas si on peut dire encore monsieur pour un individu pareil, continue à être aussi vulgaire, aussi haineux, bon, on connaît déjà pas mal de choses sur lui, mais on pourrait encore chercher autre chose. Alors qu'il fasse attention. Alors là, vous faites allusion au soutien que Lesquin a apporté à Ryssen en disant « Oui, Ploncard est un agent des frères musulmans, Ploncard l'Égyptien parce que sa mère est née au Caire. » Alors là, moi, merci de rappeler ça aussi, parce que là encore, c'est un raisonnement primaire. Parce que lui, Lesquin, le citoyen Lesquin, comme je dis, est né à Rabat, au Maroc. Donc on pourrait dire Lesquin, le Marocain, est comme la délicieuse Anne Brassier
a apporté sa petite pierre à me lancer, disant que ma mère étant née au Caire, c'était une musulmane, donc une bougnoule. Merci pour le terme. Alors, je voudrais rebondir là-dessus. Parce que, même si c'était vrai que ma mère était musulmane, mais il y a des musulmans qui sont très bien et qui sont nettement mieux que ces individus en question, qui sont beaucoup plus honnêtes et qui d'ailleurs apprécient ce que je dis. Donc, ils utilisent le fait que ma mère aurait été musulmane, ou serait, bon, elle est morte maintenant, musulmane, comme une insulte. C'est du racisme primaire. Et comme le disait ce matin Manuel, en Égypte, il n'y a pas le droit du sol, donc on peut naître en Égypte et rester français. Mais bien entendu. Et alors, il faudrait peut-être, s'ils étaient honnêtes, mais ils ne le sont pas, qu'ils aillent sur Internet voir les origines de la famille Namrus. On n'a pas du tout à être honteux. C'était tout de même une principauté régnante du Caucase, de Maghreli. Donc, un des berceaux de la race aryenne. Hein, on ne peut pas en dire autant de tous, ceux qui me critiquent. Donc, non, s'ils veulent jouer ce petit jeu-là, à tous les coups, ils vont perdre. Donc continuons sur Hervé Risset, il a également apporté son soutien à Christian Boucher en disant oui, Monsieur Ploncari s'attaque à tout le monde, et donc il s'est attaqué également à Christian Boucher. Dans son appui à Rissen, donc Christian Boucher, donc il se démasque en déclarant « Plomplon souffre de toute évidence d'une maladie mentale, réfléchissez un peu, qui n'a-t-il pas attaqué parmi les nôtres ?» Et toujours avec des arguments délirants. Ce type est 1. Fou, 2. Nuisible. Et à propos de son appartenance à l'Ordo Templi Orientis, obédience luciférienne que vous avez révélée, Christian Boucher écrit « Je crois qu'il n'est pas le seul et qu'un certain nombre d'autres imbéciles le disent. Il faudrait déjà qu'ils sachent ce qu'est le satanisme ou le luciférisme et si cela existe réellement. » C'est très intéressant ça, parce que justement en disant ça, il dédouane le satanisme et le luciférianisme, ce dont je l'ai accusé au travers de son appartenance à l'Ordo Templi Orientis. Alors, pour rappeler rapidement ce que c'est une obédience maçonnique luciférienne, textuellement dans le texte. On peut en trouver des traces dans mon livre La maçonnerie, puisque je parle du sujet et je parle de celui qui l'a, je ne dirais pas fondateur, je crois que c'est Blavatsky qui l'a fondé, mais c'est lui qui en a été le représentant, c'est-à-dire l'homosexuel anglais Aleister Crowley. Donc vraiment, on est dans une mouvance, mais totalement antichrétienne, satanique, luciférienne, je répète mon accusation. Et là, donc ils peuvent me traiter de fou, évidemment, ils ne peuvent pas répondre autrement. Alors, l'auto fut fondé par Karl Kellner. Comment ? Karl Kellner. Ça vous parle ? Avec l'aide de Theodor Reuss, en Allemagne. C'est curieux, il me semble qu'il faudrait que je revoie dans mon livre La maçonnerie, j'ai l'impression que c'était autre chose. Bon, toujours est-il que là il dit, et il faudrait savoir si cela existe réellement. Donc bientôt ce type va nous dire que la maçonnerie existe. Non, évidemment, mais quand on regarde les prises de position de tous ces individus, prenez Lesquin, sa fameuse phrase sur la nation française est née en 1789, c'est typiquement maçonnique, mais il va nier l'action de la maçonnerie. Puisqu'à un moment donné, dans un entretien d'ailleurs avec 2 musulmans, je me rappelle parfaitement de ce truc-là, il disait, à la limite, vous pouvez vous convertir au christianisme ou à la maçonnerie. Donc pour lui, je ne dis pas qu'il nie la maçonnerie, au contraire, mais il l'appuie. Donc, et puis d'autres, alors il y a toute la gamme, depuis Abauzit jusqu'à... Oui. Alors attendez, on va en venir à ces gens après. Mais pour finir sur Christian Boucher, paraît-il d'ailleurs, il se serait fait virer de l'auto pour mauvaise conduite. Ça je ne sais pas, j'ai pas d'éléments là-dessus, mais... Toujours est-il, bon, il continue en disant « J'assume tout à fait qui je suis catholique romain de tradition, pratiquant régulier, et je peux même vous communiquer, si vous le souhaitez, le nom de mon confesseur. » Alors là, je dirais oui, qu'on aimerait bien connaître le nom de le confesseur pour mettre ce confesseur en garde devant ce curieux paroissien. Parce que quand on sait que certaines structures traditionnalistes vendent son livre, on se pose tout de même des questions. Alors, on va avancer sur un personnage que vous connaissez très bien, dénommé Franck Abed,
qui s'est associé à la défense d'Hervé Ryssen contre vous, et qui avait déclaré le 28 septembre dernier, bon, je cite, « La fin du service militaire aurait été l'une des seules choses positives du gouvernement Chirac. » Alors là j'ai vu la chose aussi, moi aussi. J'avoue que j'ai eu un petit sourire apitoyé. Parce que quand on connaît la structure physique du dénommé Abed, cette espèce de tas de lard, si j'ose dire, évidemment, c'est pas un combattant au sens militaire du terme. Donc il a dû pousser un soupir de soulagement quand Chirac a supprimé le service militaire. Ouf, je risque pas d'être appelé. Non, mais c'est pathétique, parce que si on veut parler de Chirac, alors là, il y a des choses plus importantes. Ouais. Et alors, ce Abed, soi-disant grand catholique, grand monarchiste, et Chirac, qu'est-ce qu'il a fait? L'avortement. Et ça chagrine pas, le petit Abed? Bon, c'est bien ce qu'il dit, et l'une des seules choses positives. De toute façon, Abed essaye de se faire parler de lui par tous les moyens. Et donc, périodiquement, il envoie des trucs comme ça pour qu'on parle de lui. Bon, je regrette beaucoup. Devant les énormités qu'il fait, on est obligé tout de même de rectifier, parce que des braves gens qui ne sont pas au courant, qui risquent de tomber dans le piège. Ce type est un pervers à tout point de vue. Et alors, une chose que je vais signaler à nouveau, qu'on a signalé dernièrement dans notre lettre d'information à la politique, on sait tout sur les manigances d'Abed au travers de pseudos qu'il utilise, donc celui d'une certaine Marie-Charlotte de Saint-Jean d'Angélis. Au travers de ce personnage, il avait monté tout ce truc ignoble, nous mettant tous les deux en cause pour des parties fines. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Bon, on sait très bien qui est derrière, c'est-à-dire lui, Abed, avec son collaborateur de Lyon, dont on a le nom, le numéro de téléphone et le mail. On a aussi son adresse personnelle, le téléphone de sa femme, on sait où travaille sa femme, etc. Alors, s'il veut qu'on s'occupe de lui, qu'il continue comme il le fait. Surtout que sur les réseaux sociaux vous concernant, après l'affaire, la vidéo de Ryssen, bon, je cite, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ici on invente des choses et on raconte n'importe quoi. Donc Abed dit vous concernant, s'il était plus intelligent, j'aurais débattu avec lui, s'il était plus jeune, je l'aurais cogné. Alors on sait quelque chose, notamment Florian Rouanet et vous-même, pour cogner, Abed il n'est pas très doué, on voit plutôt d'autres faire le travail à sa place. Intelligent, donc maintenant vous n'êtes plus intelligent pour lui. Donc quand il est venu vous voir, pour vous interviewer notamment concernant votre livre La maçonnerie et d'autres choses, là ça allait, maintenant ça ne va plus. Donc, il me trouvait intelligent à cette époque-là, et maintenant il ne me trouve plus intelligent du fait que je l'ai foutu à la porte. Encore un. Mais vous savez, Abed a le bras long, apparemment il aurait rencontré Poutine. Ah oui, non mais c'est vrai. Merci Diane. Non mais il y a un problème d'enflure. Bon déjà physiquement il est un petit peu enflé, mais ça dans la cervelle aussi. Non, il faut pas rire quand même. Reçu par Poutine pour lui soumettre un projet, etc. Spatial. etc. Non mais c'est invraisemblable. Faudra peut-être. Non mais c'est invraisemblable. Vous savez, Diane, une chose que je dis souvent. C'est dommage à notre époque que le ridicule ne tue plus. À une certaine époque, les gens, quand ils se ridiculisaient, bon, ils étaient morts, pas physiquement, mais morts politiquement, etc., socialement. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est dommage, on ne me rend plus de ça. C'est vraiment très dommage, parce que alors que la planète devient de plus en plus peuplée, ça dégagerait un certain nombre d'individus. Et alors voilà, les gens que défendus et dont défend Ryssen. Voilà. Mais c'est typique, c'est pour ça que je les remercie. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils sont tellement bêtes, tellement primaires, je le répète, qu'ils se donnent des verges pour se faire fouetter. Petite précision, alors Ryssen ne cite pas Abed dans sa vidéo. C'est Abed qui s'est jeté le premier sur l'affaire en partageant la vidéo, soutien total à Hervé, etc. etc. Tout à fait. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il avait derrière la tête, profiter peut-être de la notoriété d'Hervé Ryssen pour se faire c'était connaître. sa vengeance contre moi, tout simplement. Aussi. Non, il s'est servi de Ryssen pour se venger contre moi. Probablement. Non, d'ailleurs, s'il a fait ce montage ignoble concernant au travers de ce pseudo de Madame de Marie-Charlotte et compagnie, c'est parce que
Il sait que je l'ai démasqué, qu'il ne faut pas me raconter des histoires, que je ne suis pas dupe de ses grimaces. Mais alors, pour se faire l'avocat du diable, est-ce que dans toute cette querelle face à Rissen, vous n'avez pas été un peu trop loin en affirmant que effectivement il est devenu un sioniste? Est-ce que pour avoir pris la défense de Zemmour, on devient sioniste? Enfin la défense, c'est-à-dire en disant certains propos de Zemmour sont bons, il faut Oui, non, mais s'appuyer sur lisez-les, certains discours, lisez-les, il alors. faut mettre tout ça à plat, lisez-les, moi, il n'y a aucun problème. Il dit à un moment... Attends, je vais trouver exactement. Vous ne... Alors, à vous quelle ne époque, sauverez pas... à quelle époque? Par exemple, avec sa vidéo face à la Berriou. Vous ne sauverez pas une nation avec ce qui lui est étranger. Donc on ne peut pas s'appuyer sur les musulmans, effectivement, pour sortir, pour se débarrasser des juifs. Oui, Pourtant, mais bon, on peut renverser justement l'affaire. C'est pas en s'appuyant sur les juifs qu'on va se débarrasser des D'accord. musulmans. Pareil. Bon argument. Bon, après... Ouais, cohérent quand même. Attendez, où est-ce que j'ai noté ça? Et je n'aime pas d'ailleurs utiliser le terme de musulman, je préfère utiliser le terme de l'immigration, parce que dans les musulmans, il y a des gens qui sont corrects, il n'y a rien à dire. Et quand Rissen fait l'apologie des Blancs, je lui rappellerai tout de même que le fait d'être blanc, que la qualité d'être blanc n'est pas une garantie supplémentaire quand on voit le nombre de blancs qui votent n'importe comment et qui nous ont ramené successivement les De Gaulle, les ceci, cela, jusqu'à Macron. Donc la race blanche, c'est pas suffisant comme qualité. Non. Mais par exemple, bon, il ne faut pas surgonfler peut-être le rôle du judaïsme. Ça, c'est ce que dit Rissen dans son entretien face à la Berriou. Alors là, il diminue le danger. Voilà, on peut défendre la civilisation chrétienne sans être catholique. Le discours de Finkielkraut, par exemple, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui est bon pour nous les blancs que d'anciens juifs, gauchistes, trotskistes, communistes passent au néoconservatisme? Est-ce que c'est bon pour nous? Profitons effectivement de ces juifs sionistes qui dénoncent l'islam. Voilà, je raisonne, ma manière de raisonner, c'est très clair, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous, les blancs? C'est très clair. On peut toujours prendre Vous pouvez dire qu'est-ce qui est bon pour nous, les chrétiens, ce qui revient peut-être pas à peu près au même, mais enfin globalement, c'est la civilisation occidentale que nous défendons. Qu'est-ce qui est bon pour nous, les blancs? Que des anciens juifs gauchistes, trotskistes, communistes, passent, disons, au néoconservatisme, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas profiter justement de ces juifs sionistes qui sont clairement sionistes, ce qu'ils disent, qui dénoncent maintenant l'immigration et l'islam? Est-ce que ça c'est bon pour eux? Ça, c'est les propos de Rissen. Oui, bon. Et pourquoi? Est-ce que ça... profiter de... Ah ben justement, c'est une des choses qui m'a fait tiquer. Justement, parce que quand il dit ça, ça veut dire quoi, si on analyse bien? Ça veut dire, bon, appuyons les juifs pour nous défendre de l'immigration musulmane, de l'islam. En fait, c'est même pas musulman, c'est l'islam. Bon. Et pourquoi est-ce que certains juifs, aujourd'hui, à commencer par Zemmour, s'inquiètent de l'immigration alors que c'est leur propre intelligentsia juive qui a imposé la décolonisation d'où est sortie l'immigration-invasion? Il faut toujours remonter aux sources. Ce que d'ailleurs Rissen a dit à une certaine époque et qu'il ne dit plus aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait réagir. Alors, du coup, justement, dans une vidéo de 2017, le 11 juillet 2017, il répondait à Boris Lelay. Boris Lelay n'a rien à craindre, c'est le titre de la vidéo. Et à cette époque-là, en 2017, il disait bien, à la 11e minute, très exactement, moi, je suis un nationaliste français, je ne suis pas un patriote, je ne suis pas seulement un patriote, je suis un nationaliste. C'est-à-dire que je ne regarde pas seulement les conséquences, c'est-à-dire l'immigration, je regarde d'où vient cette immigration, qui la favorise, qui l'encourage. C'est ce que j'ai traité dans tous mes livres, et tu le sais, puisque tu lisais à l'époque, tu lisais mes livres à l'époque. Moi, ce que je te reproche, Boris, c'est d'avoir laissé tomber l'essentiel uniquement... tu as laissé tomber l'essentiel, c'est-à-dire que tu n'analyses plus les causes de l'immigration, tu n'analyses plus la matrice cosmopolite, mais tu regardes simplement les conséquences de ce que nous lègue cette matrice cosmopolite, à savoir cette immigration forcenée. Les causes de l'immigration, elles sont très claires. Hein. Ce ne sont pas les musulmans qui tiennent le pouvoir médiatique en France. Ceux qui nous inculquent ces idées délétères
cosmopolites depuis le plus jeune âge, jusqu'à l'université, jusque dans les grandes écoles. Ce ne sont pas des musulmans, à ce que je sache. Hein. Je ne vais pas te faire un dessin. Toi, tu ne remontes aucune cause. Toi, tu vois simplement les femmes voilées, les Arabes, les Noirs, les Africains, et tu le dénonces. C'est-à-dire que tu t'adresses au plus bas, tu racles au plus bas pour faire du chiffre, pour faire du chiffre YouTube, pour faire chauffer ton compteur. Essaye de regarder un petit peu, de revenir aux idées réelles, à savoir les causes de l'immigration, les causes du cosmopolitisme, et ceux qui tiennent les médias, ceux qui tiennent la banque, je te le répète, ce ne sont pas des musulmans, ceux qui nous incitent, ceux qui nous invitent à ouvrir les bras aux migrants, ce ne sont pas des musulmans. Voilà en gros les propos. Non, mais c'est remarquable, ça, rien à dire. Le problème c'était en 2017, et ce qu'il a dit pour remonter les bretelles à Boris Lelay, que déjà à une certaine époque moi-même j'avais accroché, il ne s'est pas, que je sache, il ne s'est pas associé au concert de haine contre moi. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Mais ce que dit Rissen à Lelay est très juste. Et on ne peut que l'applaudir. Le problème, c'est que c'était en 2017, avant, justement, l'évolution qu'on lui reproche aujourd'hui. C'est ça le problème. Il a même dit donc à la Berriot, profitons de ces juifs sionistes qui dénoncent l'islam. Oui, mais bien entendu. Or, justement, dans le monde juif aujourd'hui, et à mon avis, c'est ça l'origine de ce curieux couac qu'il y a eu lors de la réunion de la convention avec la petite Marion. Pourquoi est-ce que Einthoven s'est fait siffler? À mon avis, aujourd'hui, dans le monde juif, il y a deux groupes. Il y a le groupe juif classique qui ne souhaite qu'une chose, comme le rabbin Touitou, c'est-à-dire que l'immigration submerge la France chrétienne. Bon. Et puis, il y a les juifs un peu plus subtils, Jean Zemmour, qui comprennent que, oui, d'accord, mais le problème, c'est que c'est en train de nous retomber sur la figure à nous aussi. Et qui maintenant voudraient associer les Français, les catholiques, à la lutte contre l'islam qu'ils ont fait venir pour se protéger eux. C'est pas par hasard qu'il y a de plus en plus de juifs de France qui partent en Israël, c'est qu'ils ont peur. Or ça, ce sont les masses musulmanes qu'ils ont fait venir, qui sont devenus de plus en plus antisémites, ou je dirais anti-juifs plutôt, puisque le terme antisémite est inapproprié, du fait du comportement d'Israël en Palestine. C'est une question de connivence. Ils soutiennent leurs frères, et c'est normal. Je suis tombée sur le commentaire d'un internaute qui disait l'intellectuel juif de gauche comme Attali, montre le musulman contre le blanc, accessoirement catholique, et l'intellectuel juif de droite, type Zemmour, montre le blanc contre le musulman. Donc C'est un bon résumé. C'est Youssef Indy qui a dit ça? Non, je ne sais pas qui a dit ça. C'est un résumé. Je ne saurais pas te dire, mais c'était l'idée. Non, parce qu'en fait, j'ai le même, c'est dit par Youssef Indy. Ah bon, bah voilà, exactement. Youssef Indy. Qui est pas mal d'ailleurs, Youssef Indy. Oui, tout à fait. Et, mais alors, est-ce que vous êtes trop... Bon, il faudrait peut-être être plus nuancé dans votre critique de Rissen, parce que lui-même est un peu nuancé. Il dit, autant j'avais apprécié son premier livre, Le suicide français, autant Le destin français, c'est un peu plus délicat. Il met des réserves quand même sur l'action de Zemmour. Il dit bien, bon, bah, monsieur Zemmour, parfois vous êtes moins juif, parfois vous êtes un peu plus juif. Là, vous voyez, vous redevenez juif en disant ça. Voilà, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi nuancé dans votre critique sur Rissen que lui l'est sur Zemmour? Je vais répondre par une réflexion qu'il a faite. Quand il traitait de Zemmour, c'est un patriote français. Je regrette beaucoup. Et attendez, pardon, qui est un patriote français? C'est Zemmour. Ah, Rissen, parlant de Zemmour, disait « c'est un patriote français ». Bon, alors, à la limite, peut-être on pourrait dire qu'il a raison. Parce que le terme patriote est un terme, je regrette beaucoup, révolutionnaire. Les conjurés de la Révolution ne se disaient pas nationalistes en aucun cas. J'ai à plusieurs reprises mis en garde contre certains, dont un certain Jacques Dupeyron qui disait que le nationalisme était révolutionnaire, etc. Ils ne savent même pas. Weishaupt, ils ne connaissent pas tous ces gens-là. Bon. Et alors,
Quand Thyssen, parlant de Zemmour, dit c'est un patriote français, à la limite, on pourrait dire qu'il a raison si on se place sur le plan, dans l'optique de la Révolution. Mais il le dit comme un compliment. Or, si on veut analyser Thyssen, c'est pas parce qu'à certains moments il a fait des réserves de ceci par prudence, quand même, parce qu'il n'est pas complètement fou, lui, pas comme moi. Toute la stratégie actuelle de Zemmour, c'est un bloc. Et c'est pas parce qu'il fait certaines réserves à un certain moment, pour se couvrir quand même, parce qu'il est prudent quand même, que ça élimine le bloc que représente Zemmour. C'est un véritable complot. C'est une stratégie C'est Zemmour. une stratégie de conquête des milieux catholiques et français en général pour les ramener à Israël. Point. Alors, on le comprend ou on ne le comprend pas. Donc, je regrette beaucoup, ce que vous dites, c'est très juste, il a fait certaines réserves, mais je répète, la stratégie de Zemmour, c'est un bloc. On ne peut pas dissocier certaines choses. Alors, quand on dit que de tout temps, la France a été à appuyer le judaïsme, mon Dieu, je parle de Zemmour. Comment peut-on sortir une énormité historique pareille, alors que l'on sait que les rois de France ont passé leur temps à mettre les Juifs à la porte. Ceux qui ne sont pas au courant, qui regardent ma conférence sur la zémorisation. Sur la zémorisation, c'était la conférence de décembre dernier. Donc ils regardent ça, je donnais toute la liste justement des expulsions. Je crois que je vais le citer en partie dans ma conférence de cet après-midi. Mais c'est hallucinant. Il y a aussi une chose qui est assez curieuse et démonstrative, c'est que les dates successives des expulsions se rapprochent de plus en plus. Et, bon, je vais me répéter cet après-midi, mais je crois que c'est important puisqu'on en parle maintenant, c'est que, en fait, c'est la dernière condamnation date de 1700 et quelques, 1722, un truc comme ça. Il n'y en a plus eu d'autres après. Donc c'est le début de la pénétration de la maçonnerie dans la société française, encore monarchique, qui fait que les rois cessent de réagir. Très important. Très important. Et vous faites bien de parler de cette période révolutionnaire, parce que donc, Hervé Ryssen a tenu un propos assez étonnant. Il a dit face à l'abbé Rioux, il y a des gens qui soutiennent cette idée, cette thèse, selon laquelle la Révolution française a été essentiellement juive. C'est une idée à laquelle je n'agrais pas. Je vois très peu de juifs sous la Révolution française. On va lui acheter des lunettes. Non mais c'est hallucinant. Weisshaug, bon, je parlais de Weisshaug tout à l'heure, apparemment il ne sait pas. Cagliostro aussi. Cagliostro, Clautz, Marat, Benjamin Franklin, et toute une carrière. Et qui ont agi à la fois à visage relativement découvert, et à la fois au travers de cette structure qui est d'origine juive, qui est la maçonnerie. La maçonnerie, c'est une religion, une secte kabbaliste. Ils le disent eux-mêmes. Je crois que j'ai démontré tout ça dans mon livre La maçonnerie, sur la base de leurs propres textes, à la fois francs-maçons et à la fois juifs. Ils le disent, et juifs et francs-maçons disent, voilà, nous découlons de ceci. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? C'est pas moi qui l'invente, ce sont leurs textes. Mais évidemment, quand on veut se boucher les yeux et les oreilles, comme Ryssen, visiblement, alors, est-ce qu'il dit ça par ignorance, ou est-ce qu'il dit ça justement parce qu'il rentre dans le jeu des Zemmour et compagnie ? Parce que exonérer les Juifs de toute action dans la Révolution dite française, c'est pas par hasard que j'ai appelé la Révolution dite française. Est-ce que Manuel oui, on vous a un petit peu privé de parole parce que le sujet est tout de même important. La première question était importante. Tout à fait. Non, mais la prochaine question est assez importante parce que je vais vous demander, est-ce que vous avez écouté le discours d'Éric Zemmour et de Marion Hauck à la Convention de la droite? Tout à fait. J'ai pris le temps parce que quand on veut tout de même parler de certaines attitudes, il faut tout de même connaître ce que les gens dont on va dénoncer les propos
On a intérêt à savoir ce qu'ils ont dit précisément. Alors, premièrement, sur le discours de Zemmour. Absolument remarquable comme manipulation d'un public tel que celui de Marion Maréchal Hauck. C'était très bien fait, il faut le reconnaître, il ne faut jamais mépriser l'adversaire. C'était très bien fait, sa critique de la société actuelle était parfaite, on pourrait dire la même chose, quasiment dans les mêmes termes. Très bien. Mais, c'est très bien, là encore une fois, on retombe toujours à la même chose. C'est très bien de constater les effets, et pourquoi il ne remonte pas à la cause, c'est-à-dire à l'action judéo-maçonnique, qui a amené cette situation. Mais c'est plus confortable, c'est moins dangereux. Oui, non seulement c'est moins dangereux, mais ça ne colle pas avec le jeu que lui joue. Bon. Et résultat des courses, si on peut dire, après sa péroraison, c'était rallier Israël. C'était ça que ça voulait dire. Allions-nous ensemble contre l'islam, qui nous fait peur à tous. Donc voilà. Donc, où on tombe dans le piège et on se... Alors, c'est en fait... C'est un petit peu... Je comprends pas que les gens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, c'est vouloir éteindre un incendie avec l'incendiaire. Un petit problème, non? Oui. Tout à fait, oui. Eux veulent... L'incendiaire, c'est qui? C'est justement cette petite intelligence juive. D'ailleurs, vous savez très bien que je ne tombe pas à bras raccourcis sur tous les juifs. Je ne tape que sur les grands juifs qui sont les responsables de cette politique contre les nations et contre les religions, pas simplement la religion catholique, mais contre l'islam. Je ne parle pas de l'islamisme, mais de l'islam. C'est contre ces grands juifs que je réagis. Les petits juifs qui travaillent honnêtement, en principe. Et de toute façon, rappelez-vous, à propos de la Shoah, ce que je dis toujours, c'est que les grands juifs ont voulu laisser les petits juifs en Allemagne pour pouvoir s'en servir pour monter leur problème de la Shoah. Hein? Là aussi, je m'étonne toujours un petit peu pourquoi Hitler les a gardés au lieu de les mettre à la porte. Enfin bon, on ne va pas s'embarquer là-dessus, mais c'est toujours la même chose. Donc ce sont les grands juifs, les mises en garde concernent les grands juifs qui nous font cette politique mondialiste. Marion Maréchal, par petit détail concernant son discours, alors BFM TV a dit que son discours sonnait comme un programme politique. Oui, tout à fait. Parce que bon, elle a listé 5 défis selon elle, sur lesquels se jouera la place de la France au XXIe siècle. Alors, 1, le grand remplacement, le grand déclassement, le grand épuisement écologique, le grand basculement anthropologique et, terminé, le grand affrontement des puissances. Gog et Magog. Tout à fait. Gog et Magog. Bon, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais là encore, elle ne remonte pas à la cause. Or, je savais très bien que je fais toujours le parallèle entre le comportement d'un médecin, enfin, le comportement que doit avoir un médecin, et le comportement d'un homme politique. Le médecin constate un symptôme, si c'est un bon médecin, il va rechercher la cause. Il ne va pas se contenter de donner de l'aspirine ou de la poudre de perlimpinpin pour essayer de calmer le symptôme. Il remonte à la cause, sinon c'est pas un bon médecin. Et ben, en politique, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas régler un problème si vous ne remontez pas à la cause. Ben, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce qui m'exaspère d'ailleurs. Je ferai remarquer d'ailleurs à Rissen et à ceux qui le suivent sans très bien comprendre la situation, qui ne sont même pas donnés pour certains donner le temps de voir et sa vidéo ignoble contre moi, et ma réponse, et les textes précédents dans lesquels je m'étais en garde, y compris le texte de Bourbon, de Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Non, ils réagissent comme ça, épidermiquement, sentimentalement, parce qu'ils ont de la sympathie pour lui, donc ceux qui attaquent Rissen, ce sont des affreux, je suis un affreux, Ils etc. voient en Rissen le grand défenseur de la race blanche. Blanche, je répète toujours, merci les Blancs qui ont voté De Gaulle, Sarkozy, tatati, tatater.
Est-ce qu'on peut revenir jusqu'à sur Macron. un point aussi, c'est donc mettre la race blanche sur un plan supérieur sans voir un peu cet aspect peuple élu, qu'ils reprennent finalement Tout à fait. au peuple juif, parce que aussi, bon... Et du coup, ils déifient un peu Hitler, certes, Ouais, tout à qui fait fait. des bonnes choses, Non, mais par exemple, Rissen niait l'influence juive dans les actions d'Hitler. Un petit peu curieux. Alors, tout de même, alors certains me sont tombés dessus, pas beaucoup, mais il y en a eu tout de même, et je tiens toujours à signaler les choses, je n'ai rien à cacher, m'ont reproché d'en avoir donné une filiation juive à Hitler. Je regrette beaucoup, c'est un fait. D'après les renseignements que l'on a, et c'est tout à fait logique, c'est plausible, c'est plus que ça, il n'y a pas d'autre explication. Il est d'origine, il est un fils naturel d'un Rothschild. Bon, alors ça plaît pas. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres... par exemple, on peut conseiller aux auditeurs de se renseigner sur un certain Deterding. Ah oui, tout à fait. Henri Tout à fait. Deterding, Alors, qui était un... j'allais grand le dire patron. justement, c'est tout l'aspect financier, de l'aide financière qui a été donnée par une partie de la finance internationale, donc juive quand même, à Hitler. Et bon, et là c'est pas niable. De toute façon, dans tous ces affrontements, la haute finance juive finance les deux parties. Comme ça, elle est toujours sûre de gagner. Donc il y a eu de l'argent juif qui a aidé Hitler au début. Et là, en l'occurrence, c'était bon, le cartel du pétrole. Pardon ? Deterding, en l'occurrence, c'était le cartel du pétrole. Ah oui, les tout à fait. Shell, Oui, les oui, Exxon, oui, oui. BP. Oui, oui. Il y a aussi un autre ouvrage que bon, je crois que je l'ai prêté d'ailleurs, un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Edwin Black, qui est le Oui. contrat de transfert. Le contrat de transfert qui traite de tout ce qui a été discuté entre Hitler et la haute juiverie, on va dire, pour transférer des juifs vers la Palestine, pour commencer la colonisation avant la fin de la guerre et avant 1948. J'en parle dans mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, justement. Alors il y a une chose que je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas d'explication. Il y a eu effectivement cet accord, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, parce que là encore, vous avez deux types de juifs. Vous avez les juifs, disons, patriotes, etc. Je ne dirais pas nationalistes, parce que leur réaction, ce n'est pas du nationalisme. Qui ne visent que le retour à la terre promise. Les sionistes, quoi. Les sionistes. Et puis les autres qui sont les juifs internationalistes. Et ils se bagarrent entre eux. Et je pense que ce sont les juifs internationalistes qui ont contré cet accord de transfert des juifs en Palestine. Parce qu'ils voulaient qu'ils restent en Allemagne pour se créer le problème de la Shoah. Oui, parce que pareil, on juge un arbre à ses fruits, mais au final, Hitler, ça a été une catastrophe pour nous. C'est exactement la conclusion à laquelle j'arrive dans mon livre, Bonaparte, Hitler, Poutine. Et je fais d'ailleurs la même conclusion sur Hitler que la conclusion que j'ai faite dans la première partie sur Bonaparte. C'est très bien de gagner des batailles, mais il n'y a que la dernière bataille qui compte. Et l'état dans lequel on laisse son pays. Or, dans les deux cas, ça a été catastrophique. Voilà pourquoi je ne suis pas du tout hitlérien, loin de là. Il a tout gâché parce que, comme j'ai répondu encore dernièrement à des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, on va leur mettre le nez sur les réalités, ils ne veulent pas comprendre. S'il n'y avait pas eu cette espèce de fanatisme racial germanique d'Hitler, entre autres choses, et peut-être certaines influences qui l'ont fait agir dans tel sens, toute l'Europe serait aujourd'hui nationaliste. Il a tout gâché en se laissant acculer à la guerre. Je rappellerai, c'est pas lui qui a déclaré la guerre quand même, ce sont les Anglais et les Français, aux ordres, qui ont déclaré la dernière guerre mondiale. Donc je regrette beaucoup que les gens soient à ce point aveugles, fanatisés, le Troisième Reich, qui a eu des aspects positifs, certes, qui a recréé une très belle jeunesse, mais il y a eu différentes influences qui ont joué.
Au départ, il y a eu tout de même une influence catholique qui a joué, puisqu'il y a eu le concordat signé par von Papen, qui était catholique, avec le nonce apostolique à l'époque, qui était Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII. Donc il y a eu une influence catholique incontestable au début du Troisième Reich. Et puis ça s'est gâté à cause d'un certain Pie XI. Vous savez très bien que très souvent, chaque fois que l'occasion s'en présente, je tape sur lui, parce que ça a été un des pires papes que nous ayons eu à l'époque moderne. Il a préparé tout le reste. Il est le responsable de l'excommunication de l'Action française, ce qui était le triomphe de la maçonnerie en France, de l'abandon de Cristeros, qui a été le triomphe de la maçonnerie mexicaine contre les catholiques du Mexique, et il est l'auteur de l'encyclique Mit brennende Sorge, dans lequel il reprochait le racisme au Troisième Reich. Alors bon, on pourrait dire, bon, il n'avait pas tout à fait tort, mais le problème, c'est que dans une situation donnée, avant de dire quelque chose, il faut réfléchir aux conséquences que cela peut avoir. Alors, la conséquence que ça a eu, c'est que le clan athée, protestant moderne, ésotérique, vous vous rappelez les sociétés de Tulé et compagnie qui gravitaient autour d'Hitler, a pris le pas sur la tendance catholique. Et ça a tout changé au niveau du Troisième Reich, au niveau de la politique. Donc voilà, la politique, c'est un art, en fait. C'est pas foncer droit de... Et pourquoi est-ce que je puis Poutine comme je le fais? C'est parce qu'il a compris l'art de la politique. Alors vous faites bien de parler de Poutine, parce que vous semblez reprocher à Rissen et aux personnes qui soutiennent le discours de Rissen que fait Poutine? Il utilise certains juifs contre d'autres. Et là, est-ce que ce n'est pas ce que fait Rissen en soutenant des bons juifs contre des mauvais juifs? Oui, mais la conséquence de la politique de Poutine est différente. Quel a été un des derniers actes de Poutine? Je ne sais pas si on va en parler dans vos questions, en tout cas je l'ai relevé. Et Netanyahou fait toujours semblant d'être un grand ami de Poutine. Bon, il essaye de le neutraliser comme ça. On est amis, donc vous me laissez faire ce que je veux faire. Laissez-moi bombarder qui je veux. Et le problème, c'est que tout dernièrement, il y a plusieurs événements qui se sont produits. Premièrement, l'alliance claire et nette de la Russie avec l'Iran, avec installation de bases russes en Iran et avec manœuvres aéronavales conjointes avec l'Iran. Vous imaginez qu'Israël n'a pas dû apprécier énormément ce genre de choses. Et deuxièmement, le renforcement de l'appui russe en Syrie. Il n'a pas dû non plus. Et Israël, Netanyahou, a cru malin de continuer à faire des raids sur la Syrie en passant par le Liban. Et tout dernièrement, Poutine a dit, bon, maintenant ça suffit. Si vous continuez, on descend vos avions. Je n'ai plus entendu, ça date d'une semaine à peu près, je n'ai plus rien entendu. Bon. Donc ça, c'est du positif. Donc, il est vrai qu'en Russie, Poutine a joué des Lubavitch contre d'autres juifs. Et puis, il faut tout de même se rappeler le ménage qu'il a fait vis-à-vis des oligarques juifs, dès son arrivée au pouvoir. Il faut rappeler comment il a mis à la porte les Rothschild. On pourrait dire qu'en fait, en Russie, les juifs sont aux ordres de Poutine. Voilà, bravo Diane. Que finalement, en fait, c'est très simple. Avec qui que vous soyez, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est défendre les intérêts du peuple et la grandeur de la Russie. Travaillez dans le même sens que moi, sinon, crac. Moi, ce qui compte, ce sont les résultats, c'est tout. Donc, alors que Rissen, on peut lui dire, il utilise Zemmour qui semble être un bon juif, c'est pas du tout le même contexte. C'est pas du tout la même chose, puisqu'en fait, l'aboutissement de la stratégie Zemmour-Rissen, c'est l'appui à Israël. C'est pas du tout ce que fait Poutine. Absolument. Bon, on continue les questions. La question suivante.
Oui. Alors, Alain Soral vient d'être condamné pour avoir qualifié le Panthéon de déchetterie cachère. Quelle en est la raison selon vous? Alors, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai vu ça, j'avoue que je me suis dit, mon petit vieux, Mais c'est pas mal l'expression Hubert. tu n'as pas tout à fait tort, mais enfin, il faut savoir ce que ça va entraîner comme conséquence. Ah bah oui, je peux vous le dire, moi je les ai ces conséquences. 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme, voilà. Ferme. Ah oui, Tu alors l'as voilà, cumulé voilà. avec quelque chose d'autre, je crois. Ah oui, parce qu'il y a une autre peine, 24 mois de qui était en prison. sursis. 24 mois de prison, dont 18 fermes, cette fois pour avoir relayé sur ER un clip de rap gilet jaune, considéré comme antisémite. Alors, Parce qu'on voit les photos de Attali, des BHL dont on a jeté de brûlés. On Oui, voit, non, mais ça, on voit quoi d'autre? Non, le nom Rothschild aussi. je vais pas. Alors, je vais citer ce qu'il a dit parce que c'est tout de même assez. Effectivement, certains ont dû avoir le haut le corps. Voilà ce qu'a dit Soral. On a toute la famille Veil qui vient d'y entrer, donc il parle du Panthéon. Et puis, là, ils veulent peut-être presque nous mettre Landsmann, etc., etc. C'est une véritable déchetterie cachère, a-t-il déclaré. Donc c'est une vidéo qui a été postée après l'inhumation de Simone Veil. Donc en fait c'est relativement ancien, ça c'est. Oui, il a été jugé là dernièrement, mais et son époux Antoine au Panthéon. C'est tout de même anormal que le mari suive la femme au Panthéon, c'est pas tout à fait normal. Bon. Alors bon, c'est très amusant, mais il y a un autre élément qui risque de rentrer au Panthéon, c'est Dreyfus, puisque la Florence Parly, ministre des Armées, estime qu'on ne l'a pas suffisamment réhabilité, qu'il va falloir le nommer général à titre posthume. Donc, pourquoi pas au Panthéon? Toutes de sources, c'est vrai, effectivement. Alors, bon, je ne vais pas dire à Soral qu'il a raison, parce qu'il faut savoir tout de même quel est l'ennemi que l'on a en face de soi. C'est bien de se défouler, je comprends. Mais il faut voir le résultat des courses. Si c'est pour crouler sous les procès, etc., Il faut être un peu plus subtil. il faudrait peut-être dire les choses autrement. Oui, mais alors c'est pas certains, oui, mais justement, je vais y venir justement. Certains, même malignement, disent « Ah, mais Ploncard n'est jamais poursuivi ». D'abord, c'est faux, puisque j'ai eu 4 ou 5 procès de la part de Lesquin, qui a utilisé un de mes textes en supprimant les 3 noms qui étaient concernés pour faire valoir que c'était lui que j'attaquais. Donc, je vous laisse, je ne vais pas dire le mot, j'ai déjà été condamné pour ça, grâce à Lesquin, qui à tous les coups gagne ses procès contre moi, alors qu'il a trafiqué mes textes. Donc, je suis poursuivi. Bon. Et si je ne suis pas poursuivi plus que ça, c'est peut-être pour une raison très simple, c'est que contrairement à d'autres, je n'insulte jamais l'ennemi. C'était pas là, dans le cas de Soral, c'était pas une insulte de dire que le Panthéon était une déchetterie cachère. Déchetterie. Oui. Quand même. Déchetterie quand même. Déchetterie quand même. Et surtout vu son passé, déjà. Et donc, pas une miette. ma tactique est toujours la même. Quand je veux démontrer la nocivité de quelqu'un, je prends ses paroles et je prends ses textes. Point. Les gens intelligents comprennent, les autres n'ont pas d'importance. De toute façon, tout ce qu'ils attendent, c'est de l'enfermer d'une fois pour toutes. Parce que vu toutes les condamnations qu'il a, tous les sursis cumulés, alors il y a son avocat, ce qui est Maître Villiers, qui a dit, je crois, que si on cumule toutes les condamnations, on est à 700 000 € d'amende, je crois. Et je ne sais pas combien d'années de prison, s'il les fait tous, si tout est cumulé. Oui, je me rappelle de cette amabilité du sieur Lesquin, disant que grâce à moi, au procès qu'il me faisait, il s'enrichissait. Mais vous trouvez pas que les Juifs en font un peu beaucoup et que vous regardez là, avec cette histoire de Dreyfus à réhabiliter, ils sont en train de tirer une balle. Mais Diane, nous sommes dans ce que Édouard Drumont appelait la France juive.
Oui, bien sûr, mais là, au bout d'un moment, ils en font trop, non? Vous trouvez pas? Enfin, il y a toujours un point. Trop. Ils en font toujours trop. Ils sont tellement hystériques qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et c'est ce qui fait leur perte à travers l'histoire, c'est qu'ils poussent. Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu toutes ces, pas simplement en France, ces mises à la porte des communautés juives dans l'histoire relativement ancienne? C'est parce qu'à chaque fois, ils étaient accueillis dans un pays par pitié, ils s'installaient, ils se développaient, ils pompaient les plus pauvres, etc., par l'usure, jusqu'au moment où ça a provoqué une explosion, et c'était dehors. Systématique. Qu'est-ce que disait Bernard Lazare, juif lui-même, historien juif, quand il disait « Si de tout temps, les peuples juifs ont eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. » C'est un juif lui-même qui le dit, honnêtement. Or, pourtant, c'était pas un juif atypique, Bernard Lazare. Il était dreyfusard. Mais il y en a qui ne sont pas complètement idiots, pour ne pas dire un autre mot, et qui reconnaissent que parfois leurs coreligionnaires vont trop loin, et que ça leur retombe sur la figure. Alors pour continuer sur l'usure, la dette publique au 1er octobre est de 2400 milliards d'euros. 2408 milliards d'euros. La France s'endettant chaque seconde de 2665 euros. Comment en est-on arrivé là? Alors, selon que l'on est optimiste ou pessimiste, il y a peut-être deux réponses. Première réponse, disons optimiste par rapport à nos hommes politiques, c'est parce que ce sont des incapables. Deuxième réponse, c'est parce qu'ils le veulent. C'est sciemment voulu pour enfoncer la France. Parce que comment peut-on imaginer qu'on puisse rembourser une dette pareille dans l'état dans lequel est la France aujourd'hui? Tout essaie pour l'enfoncer tous les jours un peu plus. Et alors maintenant, on nous raconte que oui, on peut en prêter tranquillement parce que maintenant, on est à l'ère des intérêts négatifs. Mais ils ne se rendent pas compte que, en fait, pourquoi est-ce que, ça date déjà d'un bon bout de temps, toutes les grandes entreprises françaises, Alstom est le plus connu, sont vendues à l'étranger. Mais ça fait partie du deal. On vend les bijoux de la famille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Et il est certain que si on se retrouvait au pouvoir un jour, on annulerait tout. Pas question de remboursement. Et on ne serait pas les seuls dans l'histoire à le faire. Ce serait rembourser des voleurs. C'est rembourser des voleurs, exactement. Exactement. Mais ça, ce serait une chose à faire doucement, par étapes, en saucissonnant, comme je dis, comme le fait Poutine. Parce que Poutine aussi, il n'a pas cassé la baraque tout de suite du premier coup. Bon, certains oligarques sont passés à la casserole, mais enfin, il n'a pas mis du jour au lendemain les Rothschild à la porte. Il a épongé des dettes. Et il a complètement épongé les dettes de la Russie qui dataient notamment de l'époque d'Elstine, qui était un homme vendu au grand capital américano-sioniste. Donc voilà. Donc si on arrivait au pouvoir, il est certain qu'il serait hors de question de rembourser ces pseudo-dettes, puisque faites au bénéfice de voleurs, mais qu'il faudrait le faire de façon subtile, sans annoncer la couleur immédiatement. Donc, docteur, votre opinion sur l'étrange incendie à l'usine Lubrizol à Rouen? C'est difficile d'avoir une opinion parce que je trouve le sujet passablement opaque, pas simplement à cause de la fumée. Bon, apparemment il y a eu un départ de feu, même 2 départements de feu, nous a-t-on dit, en dehors de l'usine, ce qui semble tout de même assez curieux quand même. C'est moi ce qui me frappe, bon je ne peux pas aller plus loin pour l'instant, mais ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est l'opacité, comme dans l'histoire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Comme s'il y avait quelque chose à cacher.
c'est très bizarre. Et puis les médias Alors, qui- évidemment, le gouvernement tape à bras raccourcis sur l'entreprise, etc., etc. Mais pourquoi y a-t-il eu un départ de feu à l'extérieur et, selon certaines sources, 2 départs de feu? Comme pour Notre-Dame d'ailleurs, puisqu'on a signalé, je crois que c'était une chaîne, je l'ai cité d'ailleurs dans une de mes Je crois que conférences. c'était sur LCI. Je sais plus. Je crois que c'était sur LCI. Peut-être de LCI, mémoire. oui, qui avait signalé qu'il y Oui. avait eu 2 départs de feu. Et j'avais fait observer que quand il y a des feux de forêt, quand il y a plusieurs départs de feu en même temps, c'est qu'il y a une main criminelle. Bon. Donc, je sais pas, cette histoire de Lubrizol me semble très, très, très curieuse, opaque, je répète. Et ce qui est opaque, c'est que si c'est opaque, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Surtout que le gouvernement a mis environ une semaine pour rendre public Oui, tout à fait. la liste des produits. Ouais, non, mais. Alors on dit, ah oui, défaut de communication. Et pourquoi défaut de communication? C'est qu'ils ne savent pas très bien comment réagir. Donc ils se donnent le temps d'étudier comment est-ce qu'on va occulter les choses. Question suivante. Souhaitez-vous revenir sur la mort de Jacques Chirac et le parcours de ce président, considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République? Bon, alors considéré par les Français, petite remarque quand même, sont les sondages d'opinion. Hein. Alors c'est ce que c'est que les sondages d'opinion. Bon, les sondages le mettent à égalité avec Charles de Gaulle. Voilà, c'est pas une recommandation. Alors je recommande la lecture de mon dernier livre, Charles de Gaulle, La légende de la légende à la réalité, parce que là vous comprendrez pourquoi je fais un petit sourire en coin ironique. Et bon, Chirac, c'était un viveur, un coureur de jupons invétéré. Certains l'avaient même appelé, à propos de cela, 5 minutes, la douche en... Je suis navré, Diane. Ah non, mais je l'ai trouvé tellement extraordinaire, vraiment, ça décrit parfaitement le personnage. Donc un personnage vraiment un viveur. Un viveur qui a co-signé la loi Veil. Et voilà pourquoi on nous le présente comme un grand homme d'État. Bon, ça va avec la carrure républicaine de Simone Veil et compagnie, quoi. Il n'y a pas eu que la loi Veil, hein, parce que Il n'y a pas que la loi Veil, en plus de la ça. reconnaissance de la culpabilité de la France dans Tout le à fait. Non, mais il y a eu plein de choses d'ailleurs. Pardon. Je crois que ce sera pour le prochain numéro de la politique et on a repris soigneusement les différentes étapes. C'est un personnage, je dirais, hideux. Oui. Présentant bien, très souriant, aimant les contacts populaires, etc. Mais le fond du personnage, c'était... Et il faut tout de même rappeler que son père était grand maître d'une loge du Grand Orient, que lui-même aurait été affilié à la loge suisse Alpina, la grande loge Alpina, que quand il était jeune, il vendait l'humanité, qu'il a flirté à un moment donné avec l'Algérie française, avec le Front National, jusqu'au moment où le CRIF lui a dit « Tu arrêtes ». Et il s'est bien sagement arrêté. Donc c'est un personnage, un viveur, sans colonne vertébrale, cherchant uniquement à arriver. Il est arrivé, Il y effectivement. a aussi des suspicions sur sa mère qui ne serait pas sa mère. Il paraît-il qu'il aurait des Je ascendances sais, oui, juives. effectivement. Certains disent même qu'il serait d'origine juive, encore un. Ça reste quand même. Non, mais de toute façon, origine ou pas régime, c'est... On Oui, mais ça juge un pourrait- homme sur ce qu'il a fait. Ça pourrait Alors, ce expliquer qu'il a ça. fait est détestable. On notera l'éloge des évêques français pour un homme qui est tout de même responsable de la loi Veil. L'éloge des évêques français Oui, pour cet homme. oui, j'ai vu. On va réagir dans le prochain numéro de la politique, c'est arrivé trop tard pour le dernier. Petit bémol simplement sur cette information, la réaction de Monseigneur Petit, qui est le nouveau archevêque de Paris, n'était pas mal. Le seul reproche qu'on peut lui faire,
c'est qu'en fait, visiblement, il n'est pas dupe, mais il le traite de façon ironique. Or, avec la bêtise des gens, ils ne vont pas comprendre. C'est subtil. Alors, on va passer à un autre personnage que vous adorez aussi, notre ami Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire Big Maillon, la Cour de cassation a rejeté son ultime recours, ouvrant la voie à un procès en correctionnel. Mise en cause pour le financement illégal de sa campagne présidentielle 2012, il risque un an de prison et 3 750 € d'amende. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus, peut-être? Je trouve que c'est pas cher, parce que moi, le dernier procès que m'a tenté Lesquin en tripatouillant un de mes textes, ça m'a coûté dans les 7 000 €. Et pareil, on peut revenir sur les condamnations de Zemmour. Je sais plus, il est condamné également pour des propos soi-disant racistes. Oui, alors c'est toujours la même chose. Et en fait, il se trouve, la justice française se trouve écartelée entre deux positions. L'appui au judaïsme, qui est évident, et en même temps ne pas laisser dire des choses contre la communauté musulmane. Parce qu'on a tout de même beaucoup de musulmans en France. Il ne faudrait tout de même pas que ça produise des explosions. Donc, c'est pour ça que Zemmour serait condamné. Parce que 4 000 €, pareil, c'est pas énorme par rapport à, déjà ne serait-ce qu'à son salaire. Et puis, parce qu'on sait plus ou moins vous vous rappelez de son salaire? Oui, ça se compte en millions, quoi. C'est C'est invraisemblable. 180 millions, il me semble. Invraisemblable. Mais qu'est-ce que c'est 4 000 € pour lui? Non, mais ça veut dire à quel point les grandes chaînes de télévision françaises, si on peut parler encore de françaises là-dedans, en fait, utilisent l'argent des Français pour financer encore une autre pompe aspirante en direction d'un représentant de cette communauté. Surtout que je crois qu'il va avoir encore un procès pour ses propos lors de son discours à la convention de la droite. Parce que même son ancien ami, où est-ce que j'ai ça? Ah oui, non, mais ça c'est évident. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous avez dans le monde juif deux tendances. Une tendance qui veut continuer à nous faire envahir par les masses musulmanes pour nous submerger, et une masse musulmane qui au départ était, des milieux juifs qui au départ étaient tout à fait d'accord avec cette stratégie, mais qui constatant l'antisémitisme grandissant dans ces masses musulmanes commencent à prendre peur et voudraient trouver un appui du côté des Français et des catholiques. Donc ils sont en pleine ambiguïté. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la soeur de la crémière, la fille de la crémière, etc. etc., etc. Non, c'est Éric Nolot qui, pendant longtemps, a animé une émission avec Zemmour. Éric Nolot, ça. Oui, avec Nolot. Zemmour et Nolot, quelque chose du genre. Il a qualifié d'indigne les propos de Zemmour contre les immigrés et l'islam lors de la convention de la droite. Et même, il y a d'autres personnes qui ont notamment Nicolas Dupont-Aignan, là c'est classique, qui défend Zemmour en disant liberté d'expression, il faut le laisser s'exprimer, je crois que même s'il n'est pas d'accord. Ok, donc pour Zemmour, il faut le laisser s'exprimer, Soral, on le met en prison. Tout à fait. Bon, voilà. Tout à fait. Bon. Tiens, à propos de la Convention, je voudrais signaler tout de même une chose qui rejoint un petit peu l'analyse que j'avais faite au début pour les européennes, c'est que François-Xavier Bellamy s'est bien gardé d'aller à la Convention, où il était invité. Il a eu bien raison. Alors, le numéro 1 du Parti communiste français souhaite stopper l'immigration organisée par les traités libéraux de Bruxelles. Un peu surprenant venant du... Qu'en pensez-vous? Justement, je suis passablement surpris parce que jusqu'à présent, le Parti communiste était à fond pour l'immigration. Tout à fait. Alors, pourquoi? Bon, à fond pour l'immigration, d'abord voyons pourquoi ils étaient à fond pour l'immigration. Parce que ça leur faisait un électorat nouveau, qu'ils n'avaient plus du côté de leur base française. Alors pourquoi maintenant est-ce qu'ils
prennent ce virage? Parce que je pense qu'ils se rendent compte que, contrairement à ce que disent les sondages, l'exaspération des Français face à l'immigration est en train de monter, et que ça devient un sujet principal pour les Français et que ce n'est pas porteur d'être pro-immigré. Je ne vois pas d'autre explication. Si vous en avez une autre, moi je suis preneur, mais je ne vois pas d'autre explication non plus. Une pièce de théâtre Jeanne au bûcher de Claudel et Honegger est programmée en novembre de cette année au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Une actrice intégralement dénudée prétend représenter Sainte Jeanne d'Arc et pousse l'obscénité jusqu'à changer de sexe au cours de la représentation. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'est-ce que cela m'inspire ? Vous en doutez bien un petit peu. Bon, d'une part, ça m'inspire le dégoût, et d'autre part, bon, là encore, il faut chercher quelle est la main qui dirige. Si on ne sait pas que la Belgique est un des grands centres mondiaux de la maçonnerie et du judaïsme, on ne comprend pas. C'est l'influence juive et maçonnique en Belgique qui pousse à ce genre de production. C'est tout de même pas par hasard que la communauté européenne s'est installée à Bruxelles, puisque c'est une machine de guerre mondialiste. Vous savez très bien ce que je dis du grand complot mondialiste messianique. Donc voilà, tout ça est logique, tout ça est cohérent dans leur mentalité. Ils ont la haine acharnée contre tout ce qui est catholique, contre tous ces symboles, et évidemment, Sainte Jeanne d'Arc est un symbole qu'il faut salir, abaisser, détruire, etc. etc. D'ailleurs, à Bruxelles, ces gens-là ont donné 1,8 milliard d'euros à Soros et à ses ONG pseudo-humanitaires. C'est paru dans Les Observateurs le 23 janvier dernier. Alors, pourquoi cet appui à cet agent? Eh bien, vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine cohérence avec ce que je viens de répondre? Tout à fait. Ça montre bien que la communauté européenne travaille en faveur de cette communauté qui n'est pas européenne. Non, mais c'est absolument scandaleux. Donc on dit que Soros dépense des millions ou des milliards pour mettre la révolution aux quatre coins du monde, mais apparemment il se fait bien rembourser par l'argent des Européens au travers de la Commission européenne. À travers l'argent des Européens. Avec l'argent des Européens, c'est ce que je viens de dire, c'est quelque chose. Alors qu'on nous dit qu'on n'a pas d'argent. Oui. Ça fait des années et des années. Non, alors vous comprenez, il est évident qu'il faut sortir de l'Europe, c'est évident, c'est une des premières choses à faire. Que vous inspire cette déclaration de la ministre de la Santé Agnès Buzyn? Un père, ça peut être une femme, évidemment. Alors là, vous savez très bien ce que je dis déjà depuis longtemps au sujet de la Buzyn, c'est un des éléments les plus pervers du gouvernement Édouard Philippe et Macron. Je rappelle encore une fois qu'elle est d'origine juive. Je l'ai signalé à propos de sa campagne de vaccination avec des vaccins qui ne sont pas nécessaires pour les enfants. Je ne suis pas du tout contre les vaccins, loin de là. Mais il y a des vaccins qui sont nécessaires, d'autres qui ne sont pas nécessaires. Et surtout quand on connaît les supports de ces vaccins, qui sont, on le sait scientifiquement par de nombreuses études, qui sont étouffées, mais qu'on peut retrouver sur Internet, que ces supports sont porteurs de nouvelles maladies. Dont la sclérose en plaques, entre autres. Donc il y a quelque chose de très curieux chez cette personne, dont on connaît les origines, et dont toutes les actions aboutissent à la destruction de quelque chose de ce que nous sommes. Soit par les vaccins, soit sur le plan sociétal, en supprimant la filiation un homme, une femme. Alors, elle a même dit, mais encore,
Un homme, ça peut être une femme et aussi une grand-mère. Non mais on est en pleine folie. On est entre les mains de fous pervers qui veulent absolument supprimer tout ce qui est naturel, mais C'est satanique. Hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Ces gens, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais quand on étudie un petit peu le comportement du monde juif, depuis l'apparition du Christ, parce que c'est là que ça commence. Bon, déjà que l'Ancien Testament, ils n'ont pas toujours été très réglo avec leurs prophètes. Hein. Puisque même à une certaine époque, certains de leurs prophètes ont été en prison, poursuivis, lapidés, etc. Donc même de ce côté-là, la Bible, etc., dont on casse les oreilles, la Bible, bon, ils étaient déjà pas très corrects à la promesse. Bon. Mais quand on étudie le comportement, encore une fois, des hautes sphères du judaïsme, c'est Satan, 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 Lucifer. C'est l'orgueil. Et là, voilà, ils veulent recréer une humanité, non pas à l'image de Dieu et de la nature, des lois de la nature, mais à cette destruction de la nature par orgueil luciférien. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur la Chiappa qui a révélé dernièrement qu'elle était une adepte de la sorcellerie. Vous savez ce que j'ai déjà dit d'elle, sur ses origines. Elle aussi est d'origine juive, c'est elle-même qui l'a dit. Elle-même, elle est d'origine hongroise, juive hongroise. Et franc-maçonne, apparemment. Et franc-maçonne, ça va ensemble, voyons. Oui, tout à fait. Ça va ensemble. Il suffit de... Je ne veux pas vendre mon livre, ils ont bien, merci. Mais c'est ce que j'explique dans mon livre, la maçonnerie. La maçonnerie est une création talmudo-kabbaliste juive. Et je le démontre par leur propre texte. Ce n'est pas moi qui affirme quelque chose, c'est eux qui le disent. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Question 19, Manuel. Des expérimentations sur la maladie d'Alzheimer, supervisées par le professeur Joyeux, ont scandalisé cette Madame Agnès Buzyn, qui réclame des sanctions. Alors, pouvez-vous revenir sur cette affaire ? C'est-à-dire qu'elle essaye de se venger et de neutraliser le professeur Joyeux, qui fait de très très bonnes études, de très bonnes mises en garde, tout simplement parce qu'il a démontré la nocivité des nouveaux vaccins que Mme Buzyn veut imposer aux petits Français, alors que ça n'est pas imposé en Israël. Rappelez-vous tout ce que j'ai pu dire déjà à ce sujet-là. Comment se fait-il qu'elle veuille imposer aux petits Français ce qui n'est pas imposé en Israël ? Pourquoi ce qui serait bon pour les petits Français ne le serait pas pour les petits Israéliens ? Il y a un petit problème là. On pourrait se poser quelques questions, non ? Donc voilà, donc c'est une vengeance, elle essaye de le neutraliser par tous les moyens. Sous prétexte, alors, en plus de ça, les expériences que faisait le professeur Joyeux, c'était évidemment hors cadre de Big Pharma. C'était par des moyens naturels. Bon, c'est un manque à gagner pour le Big Pharma. C'est embêtant, surtout quand on est partie prenante. Je parle d'elle et de son mari, Madame Buzyn. Elle fait partie des complices de Big Pharma. Ils y sont associés. Voilà l'explication. L'article 1er du projet de la loi relatif à la bioéthique prévoit l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Selon Jean-Frédéric Poisson, le texte a été adopté par seulement 13% des députés siégeants. Ça, c'est Vos classique. impressions sur cette loi ? Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, les pires trucs, alors ça me démontre la lâcheté des députés qui ne veulent pas participer aux décisions et qui non seulement s'abstiennent, mais ils s'abstiennent par leur non-présence. Et alors, dans ceux qui étaient présents, justement, on voit bien la vidéo, la majorité des personnes sont contre cette loi. Tout à fait. Et Alors, pourtant, j'allais y venir. Alors, ça a bon, été voté à main levée. Or, d'après les images, les mains levées contre étaient supérieures aux mains levées d'approbation. D'approbation. Et ce salopard de Richard Ferrand a fait comme si... Donc c'est vraiment
C'est le déni de démocratie. Ah oui, mais c'était grossier, c'était C'est flagrant. grossier. Et voilà comment on est gouverné. Alors combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Alors, on ouvre. Y aura-t-il une explosion un jour? Et comment se fera-t-elle? Je n'en sais rien. Donc, PMA pour les femmes célibataires. Donc, ça veut dire qu'on va créer encore plus de mères célibataires. Mais bien entendu. Ce qui n'a apparemment, ça ne déplaît pas à Madame Schiappa. La même Madame Schiappa que dans un entretien au Figaro le 26 février dernier, on peut lire, bon, je cite, « En France, une famille sur 5 avec des enfants mineurs est monoparentale. Donc 85% des cas, le parent solo est une femme. Difficulté de travailler, revenus insuffisants, épuisement, patati patata. Donc, en février, c'est très difficile pour une femme d'élever un enfant seul, mais là, on va en créer davantage. Donc, il y a quand même... C'est hallucinant. Non, mais il est évident que quand on analyse leur démarche, c'est totalement incohérent. Mais ils sont obsédés par la volonté de destruction de la société. Et pas seulement la nôtre, mais du coup ça a des répercussions sur d'autres, parce que justement ce matin je lisais une affaire des plus sordides. Maintenant c'est le trafic d'êtres humains. Des jeunes femmes de 13 à 27 ans étaient mises enceintes et devaient donner leurs bébés. Les bébés, ces derniers étaient destinés à la vente. Et ça c'était au Nigeria. Oui, mais c'est un nouveau marché. C'est un trafic... Alors c'est un nouveau marché pédophile. Oui, pédophile, parce qu'en plus Pédophile. c'est des gamines, oui. Pédophile. Et peut-être même éventuellement de dons d'organes. Dans la structure, elles étaient mises enceintes et forcées de donner des enfants. On n'a pas fini d'en découvrir à ce sujet. Non, ça va être tout. Mais non, mais ça, on est dans une société sataniste. Il n'y a pas d'autre terme. C'est pas la théorie du complot, c'est hélas la réalité. Alors comment ça s'appelle? Comment savoir plus sur ça? Il faut aller vers un texte qui s'appelle... ça a été voté en Indonésie. Il a été voté en Indonésie. Pour les voix contre... oui. L'agitation contre lui, non. Les principes de Jakarta, qui datent de 2008-2010, qui ont été approuvés par l'ONU. Et là, on trouve toute cette démarche qu'aujourd'hui, on voit, les PMA, les GPA, le mariage pour tous et tout ce là, tout là, c'est déjà annoncé comme un droit. Donc, il faut chercher ces principes-là. C'est très très long à lire, mais on voit point par point, et c'est une obligation pour les pays d'adopter des lois pour... Vive la liberté. Tout à fait. Non, c'est la dictature mondiale. Non, 79% des Français jugent que les responsables publics sont trop influencés par les lobbies. Bon, ça a encore un sondage IFOP réalisé pour le WWF et Transparency International. Donc les scandales sur les actions de lobbying, on parlait encore tout à l'heure, défrayent régulièrement la chronique, dénoncent ces deux organismes. Alors selon BFM TV, pour éviter les dérives, ces ONG lancent une campagne visant à lever le voile sur les relations entre les lobbies et les responsables politiques. Ça verra jamais le jour, mais bon. Ils essayent c'est un espèce de pare-feu qu'ils mettent là pour montrer que, ils sont conscients du problème, mais en fait c'est de la poudre aux yeux ce truc-là, parce qu'il n'en sortira jamais rien de ces soi-disant mises à plat. Et d'autant que le lobbying, il n'y a pas que le lobbying, justement, on vient de parler des problèmes de société, de tous ces agents d'une certaine communauté, puisque ce sont eux, et on ne trouve qu'eux, à l'origine, à la racine de ce genre de campagne contre la structure de la société. C'est ça qui est important de dénoncer aujourd'hui, le lobbying. Mais on sait très bien qu'il y a du lobbying, mais c'est pas ça qui est important. Je dirais que par rapport au reste, c'est un détail. Excusez-moi d'analyser en détail. Comme dirait l'autre. À l'appel de tous les syndicats du secteur, les policiers ont défilé le 2 octobre dernier à Paris pour une marche de la colère. Selon CNews, plus d'un Français sur deux estime que les policiers ne sont pas assez soutenus par le gouvernement. Vos impressions?
Je pense que c'est tout à fait vrai, mais alors là, je suis sidéré de la position de la police. Quand on voit comment ils répriment les manifestations des Gilets jaunes, en fait, ils viennent se plaindre d'être mal soutenus par le gouvernement, d'être maltraités par le gouvernement, ce qui déclenche un certain nombre de suicides régulièrement dans leur rang. En fait, ils sont en mauvaise position parce qu'ils sont entre la population. Ah oui, ils sont entre le. mais ça n'explique pas pourquoi ils tapent comme des sauvages sur les manifestants. Parce qu'ils ont des ordres. Je regrette beaucoup. On n'est pas obligé de faire du zèle quand même. Ou alors aussi, si tu as certains qui sont régulièrement dans les manifestations, à un moment donné, il y a peut-être le vase déborde. Je sais pas. Peut-être. Moi, je crois aussi qu'il y a une profonde bêtise dans ces milieux-là, qui évidemment sont formatés, et qui commencent à se rendre compte qu'entre le formatage qu'ils ont eu et les conséquences qu'ils constatent en réalité, il y a un petit déphasage. Alors comment est-ce qu'ils vont réagir in fine? C'est ça qui va devenir intéressant à observer. Et vous savez très bien ce que je dis. Ces gens qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, etc., je me dis, je souhaite qu'un jour, au lieu de se suicider, ils tournent leur âme contre les responsables de leur souffrance. International, peut-être? Oui, des internautes souhaiteraient avoir votre point de vue sur l'état critique actuel des banques et de la finance internationale. Ah ben, il faut nous faire pleurer. Oui. On leur Et entend pas bon, assez. il y a une manœuvre là derrière, je ne vois pas très bien quelle est la manœuvre. Bon, c'est peut-être pour annoncer de nouvelles ponctions financières sur les populations sous prétexte de sauvegarder les banques. Moi, je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut analyser ce genre d'informations. De toute façon, si les banques sont en difficulté, c'est parce qu'elles ont voulu trop gagner en faisant de mauvais placements. Toujours la même chose. Le dernier crash de 2008, il n'est pas arrivé par hasard, c'était le suite de mauvais placements, toujours par ce besoin de gagner toujours plus, de façon artificielle, sans qu'il y ait le moindre support réel de richesse. C'est ça qui est scandaleux dans la finance aujourd'hui. C'est que cette finance aujourd'hui, c'est du vent. C'est de l'abstrait, c'est du vent, il n'y a rien, il n'y a aucun substrat. Et je me rappelle, j'en avais parlé il y a quelque temps à propos des placements en or, puisque de plus en plus de gens se rendent compte que le placement en banque c'est risqué, quoi que dise Macron ou fasse Macron, puisque ce qu'il fait contre tout ce qui est immobilier, tangible, comme vous dites exactement, il essaye de l'alourdir au point de vue taxes, impôts, etc., de façon à pousser les gens à mettre leurs avoirs, à transférer leur richesse en banque. Bon. Mais le problème, encore une fois, c'est que tout ça, c'est du vent, et du jour au lendemain, le jour où les gnomes, comme on dit dans la finance, décideront que c'est leur intérêt, ce sera un nouveau crash, et de nouveau, les malheureux qui auront fait confiance aux promesses seront dépouillés. Ça rappelle encore une fois le 6 février 1934, à cause de l'affaire Stavisky, qui était déjà un premier scandale financier. Par qui? Par un certain Stavisky. De quelle origine? Bon, pas la peine de faire un petit dessin ou un croquis, avec de profil de préférence. On passe à la 25. Oui, on passe à la 25. Alors que selon les médias israéliens et arabes, Israël s'apprêtait à des frappes aériennes majeures contre les cibles iraniennes en Syrie. J'ai fait allusion tout à l'heure. Alors, Moscou a sévèrement mis en garde Israël devant toute nouvelle attaque. C'est quand même curieux que Netanyahou ne cesse d'évoquer son amitié avec Poutine. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que Netanyahou essaye de faire ami-ami avec Poutine pour que Poutine le laisse faire ce qu'il veut faire, pour essayer de frapper les cibles stratégiques en Syrie et éventuellement en Iran. En Iran, ils n'ont pas encore trop essayé. Et Poutine, il n'est pas
complètement idiot cet homme. C'est très bien. Alors il ne veut pas non plus trop indisposer Israël, parce qu'il ne veut pas, contrairement à Hitler, il sait très bien qu'il ne faut pas se mettre toute je dirais, la juiverie à dos d'un seul coup. Donc il y va par petites touches, et là la dernière touche a été assez appuyée, puisque là il a dit, bon maintenant, suffit, vous arrêtez. On ne joue plus. Et alors quel jeu joue Macron dans cette tension entre l'Iran et les États-Unis? On dirait qu'il essaye de faire diverses démarches. Et je pense que Macron a été vexé par le mépris que lui a affiché Trump, qu'il essaye de se valoriser et puis de créer il essaye de créer sa stature de grand homme politique international. Grâce à moi, on aura réussi à faire ceci, à faire cela, etc., etc. Bon, le problème, c'est que ce soit Trump ou Poutine, ils sont parfaitement conscients que c'est un petit coquelet, comme je dis. Oui. Donc, comme disait Shakespeare, much fuss about nothing, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. Oui, surtout. Que pensez-vous de l'attaque de la plus importante raffinerie de pétrole au monde, en Arabie Saoudite, attribuée à des drones lancés par les Houthis du Yémen et soutenus par l'Iran? Alors là, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est un virage incontestable dans cette lutte ouverte entre le mondialisme messianique et les pays qui veulent rester indépendants. Quand j'ai vu l'annonce de cette information, je me dis, bon, encore une fois, à qui profite le crime? Si on peut parler de crime. On aurait pu penser qu'Israël pouvait être derrière aussi, pour pouvoir essayer d'enclencher la Troisième Guerre mondiale. Il y a encore une autre hypothèse qui serait de dire que les États-Unis, pour faire augmenter le c'est la même chose. Oui, Israël, oui. Ah oui, pour augmenter le cours du pétrole. pétrole. Bon. Apparemment, ça produit le contraire, hein, parce que le pétrole plonge en ce moment. Alors, Israël, oui, évidemment, on peut toujours penser à Israël pour les coups tordus. C'est possible, mais il n'est pas exclu aussi que du fait de l'engagement de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, qui est soutenu par l'Iran, il faut tout de même le savoir, c'est toute cette lutte qui se produit actuellement au Moyen-Orient entre les partisans de l'Amérique sioniste, donc États-Unis et Israël, et les pays du Moyen-Orient qui veulent rester indépendants à l'abri de la puissance russe, donc de Poutine. Donc je pense quand même que ce sont les Houthis qui ont effectivement lancé des drones, qui sont, je pense, des drones de fabrication iranienne, eux-mêmes basés sur des drones russes. Donc, les Iraniens sont maintenant capables d'avoir leur propre armement à tout point de vue. Fusées, avions, drones. Il est évident, alors, en plus de ça, ce que je signalais tout à l'heure au milieu de l'entretien à peu près, les nouveaux accords politiques, économiques et militaires entre la Russie et l'Iran, c'est une nouvelle donne. Parce que si jamais les États-Unis ou Israël veulent déclencher une guerre contre l'Iran, on se retrouve dans le cas de figure de la Pologne qui avait un accord de défense mutuelle avec l'Angleterre et la France, ce qui a été l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que Hitler, justement, a voulu foncer comme ça, tout avaler d'un seul coup, les Sudètes, la Pologne, etc., le couloir de Danzig, que les Anglais et les lobbies qui sont derrière, qui étaient derrière, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'Angleterre a voulu déclarer la guerre et a embarqué la France à la remorque, comme d'habitude, avec cet imbécile ou ce criminel de Paul Reynaud, qui a aussi... c'est dans mon livre sur De Gaulle. Tout ça se trouve dans le livre sur De Gaulle, entre autres. Donc voilà, cette histoire du Moyen-Orient, c'est un tournant fondamental.
Selon celui qui l'emportera, ce sera un nouveau départ pour le monde ou la fin du monde. Tout va se jouer là-bas. Mhm. Nous avons terminé. Est-ce qu'une dernière question sur le pape François qui inaugure une Ne parlez pas de cet individu. statue pour les migrants? Ah non, mais leur rendre hommage. c'est hallucinant. Et puis, vous avez vu, je crois qu'on en a parlé hier, qu'il a fait édifier sur le parvis de Saint-Pierre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est ça. C'était ma question là. C'est ça, oui, d'accord. Donc on parlait d'une autre chose. Il fait une Tout à fait. statue Bon, mais j'ai rien contre les migrants. aux migrants. J'ai rien contre les migrants, mais chez eux. C'est plus les migrants. Chez eux. Il vaut mieux aider ces gens-là chez eux que chez nous. Bien sûr, évidemment. D'autant qu'est-ce que l'on fait? Je l'ai dit, combien d'ailleurs de musulmans me remercient de souligner ça quand je dis que cette immigration voulue pour nous détruire, les détruit eux-mêmes, parce qu'on en fait des déracinés. Et que si on veut les aider réellement, on n'y échappera pas. Ce sera pas un nouveau colonialisme, cela passera par des accords de pays à pays basés sur des intérêts communs et face à un ennemi commun. Et ça, de plus en plus de musulmans le comprennent, et c'est pour ça que je dérange ce petit jeu sioniste. C'est pas par hasard que j'ai dénoncé tout de même ce revirement de Rissen. C'est parce que je suis parfaitement conscient des enjeux qu'il y a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis soutenu, ce que me reproche d'ailleurs ces mêmes milieux, que je suis soutenu par un nombre croissant de musulmans qui, eux, ont compris. Et de nos musulmans, on notera notamment Stéphane Blé. Stéphane Blé également. Alors Stéphane Blé, alors là, bon, je vais en profiter pour le remercier d'ailleurs, parce que Stéphane Blé, le début dans cette affaire Rissen, ça a été tout de même assez corsé. C'est que je tombe sur un communiqué de Stéphane Blé, disant, mais bon, Rissen, bon, tout de même, il est bien ce garçon, je l'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup Philippe Loncard-d'Assac, etc., etc. Bon, c'était pas méchant son truc. Enfin, je venais de lire le montage que Rissen avait fait contre moi avec les menaces de mort, etc., etc. Je réponds à Stéphane Blé, écoutez, regardez d'abord le montage vidéo qu'a fait Rissen avant de commenter la situation. On en reparlera. Et lui a été honnête, il a regardé et il a réagi en disant « Ah non, c'est pas possible, c'est hallucinant, c'est plus possible, vous avez tout mon appui. » Et encore tout dernièrement, par rapport à ces ignominies de ce pauvre type de Lesquin, même réaction en disant mais il est fou ce type-là, qu'est-ce que c'est que ce minable ou quelque chose dans ce jeu-là. Donc voilà, c'est ce que j'appelle une réaction d'homme honnête. Bon, il pensait aussi, il a été encore sur une ancienne image de Rissen, et il a découvert la nouvelle image au travers du truc scatologique. Ouais, de Rissen. Il a même relayé récemment un extrait de votre conférence, la zémorisation de la France, que je profite pour signaler, a été supprimé des YouTube, censuré, pour ceux qui se demandent, où vous faites l'analyse de Zemmour et l'analyse de Marion Hauck, où il dit c'est une analyse très juste et oui, j'ai vu. Non, mais justement, mais c'est ça qui les met mal à l'aise, tous ces gens-là. Je ne parle pas évidemment de Stéphane Blé, mais je parle des Zemmour, des Rissen, tout ce qui tourne autour. C'est que je regrette beaucoup, j'ai raison. Oui, pour terminer aussi sur le sujet, c'est le petit Florian Rouanet aussi qui a repris les propos comme quoi votre mère était une... Oui, petit Florian Rouanet que j'avais justement protégé de l'agression par le gorille de Franck Abed, il y a de ça 5 ans, 6 ans environ. 2014. Il nous attendait, Abed et son... C'était pas un méchant d'ailleurs, le choukri en question, c'était pas un méchant. Mais il était sous les ordres, vraiment, obnubilé par le charme d'Abed.
Et il nous attendait et il s'est mis à tabasser Florian. Pourquoi? C'est même pas à moi qu'il s'est attaqué. Il s'est attaqué à Florian parce que Florian, comme à son habitude, puis une réaction de faible d'ailleurs, il s'était attaqué à Abed, mais de façon vulgaire. C'est pas nécessaire. Vous savez comment je procède? Les textes. Donner le texte de l'individu, c'est suffisant. Bon, je ne me rappelle plus quels étaient les termes que Rouanet avait utilisés contre Abed, et évidemment, Abed, dans son orgueil, sa vanité, etc., il n'avait pas apprécié, et il a décidé de casser la gueule à Rouanet. Et si je ne m'étais pas interposé, je crois que Rouanet aurait eu quelques côtes de cassées, peut-être plus encore. Alors, quand je vois comment ce petit Rouanet me crache dessus maintenant... Bah oui, non, c'est pareil, il est un peu ambigu parce qu'il relaie quand même vos conférences, vos entretiens. Il faudrait pas. Paraît-il, il vous a cité dans sa dernière conférence oui, sur la tout à franc-maçonnerie. fait. Bon. Vous a cité. Alors, c'est l'hôpital psychiatrique. Hein. Je voudrais qu'on m'explique. Hein. Mais c'est-à-dire c'est de manière cachée parce que c'est sous pseudonyme qui vous critique. Ah oui, je regrette beaucoup, c'est comme à Abed, on sait quels sont les pseudonymes aussi. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Alors donc c'est toujours le double visage. Hein? Alors quel est le bon? Non, c'est pas sérieux tout ça. Bon oui, bah écoutez, sur ce... Demande tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est juste, peut-être concernant l'agression de Florian, c'est... Je crois que c'est après que Johan Livernet avait dit que Abed était juif, ou Maran, ou un truc du genre. Oui, et c'est dû à ça que l'agression a eu lieu, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. Oui, non, cette histoire de Rouanet, moi j'avoue que ça... D'une part, je comprends pas, je trouve ça triste. Oui. Je trouve ça triste. C'est pas à sa gloire. Il faut qu'il choisisse, ou bien il me cite, et bon, au moins il fait preuve d'une honnêteté que Livernet n'a pas eue. Mais si par derrière, sous un pseudonyme, il vient me critiquer ou me présenter en Hitler avec la petite moustache et une frontière, c'est bien, je peux le remercier parce qu'il me fait repousser les cheveux. En me présentant comme Hitler. Et non, mais c'est pas sérieux, c'est de la gaminerie. Non, c'est pas sérieux, je regrette beaucoup. Alors, pour terminer, je voudrais tout de même relever le voyage de M. Macron à Rhodes. Ah oui, non, on n'en a pas parlé, ça. Non. J'ai lu ça aujourd'hui. Alors, il était annoncé en début d'après-midi, mais il était dès le matin à la préfecture de Rhodes. Et si je veux soulever le sujet, c'est pour montrer à quel point il sait qu'il est aimé en France. La ville était bouclée. L'université était fermée. Le centre-ville était interdit à la circulation. Et les lycéens qui devaient aller à un lycée étaient obligés de faire tout un circuit à l'extérieur de la ville pour pouvoir arriver à leur lycée. Voilà ce que j'ai vu comme information ce matin. Je tenais à signaler pour montrer comment cet homme est rassuré concernant l'amour que lui portent les Français. Alors, quand est-ce que ça va exploser? Je ne sais pas, mais je pense que ça va exploser. Il a peur pour sa propre vie. C'est évident, c'est évident. Il faut voir le nombre de cars de CRS qui le suivent à chaque déplacement. Et que nous payons. Je crois qu'au G7, c'était faramineux. Alors, ils ont bouclé la ville combien de temps au G7? 3 jours. Presque 3 jours. Et nous avons payé, nous aussi, puisque les commerces qui n'avaient pas pu vendre, puisque la ville était bouclée, ben, il a fallu rembourser leur manque à gagner. Non, mais c'est hallucinant. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, chers amis, merci. Merci à vous. Merci à la prochaine. À la prochaine fois. Si Dieu nous prête vie, et surtout si je n'ai pas d'agression contre ma vie d'ici là. Si certains croient que ça me fait peur, alors là, ils ne connaissent pas l'individu.